Le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam! Donc aujourd'hui, notre thématique, ça va être les suites de jeux. En fait, les nouvelles suites. Fait que tu sais, c'est un peu comme si on avait pris Indiana Jones et le cadran, le Dial of Destiny, mais qu'on avait fait un bon film avec. Ouais, on va essayer de faire mieux que ça quand même. Fait qu'on vous a choisi... La barre est haute. La barre est haute. Quand même, hein? Fait qu'on vous a choisi deux suites de jeux qui nous apparaissent très bonnes. De mon côté, je vais défendre le jeu Expeditions, qui est la suite du jeu Sight, un de mes jeux préférés. Et toi, Sam? Moi, je vais vous parler de Spirit Island Nature Incarnate, qui est la dernière extension d'un de mes jeux préférés aussi. Puis, étant donné que c'est une extension et qu'on a déjà parlé du jeu, je vais aussi vous faire un petit guide des extensions puis mon top 5 de mes esprits préférés. Oh! Wow! On n'avait pas eu au dernier épisode, mais là, il en manque pas, hein? Ouais, on s'en reprend, là. Tu pourras peut-être même en couper puis les mettre dans les épisodes d'avant, tu sais. Ouais, je suis capable de voyager dans le temps, d'abord. On a parlé d'Anachronie, justement. Je sais pas si vous m'avez entendu récemment, mais j'ai rejoint l'équipe de Professeur Board Game dans leur épisode de podcast, un board game presque parfait. Puis on a parlé pendant au-dessus d'une heure de Anachronie. Les autres ont parlé, en tout cas. C'est sûr que LP puis Pat, ils ont pas mal de jasettes, mais j'ai beaucoup aimé mon passage à leur émission. Bon, là on les salue en passant. Oui, on vous salue. Puis là, on revient aux choses sérieuses, là. On a un planning à respecter. On va faire un retour sur le duel de l'an passé, qui était un duel de jeu de civilisation, dans lequel j'avais défendu le jeu Sid Meier's Civilization A New Dawn, qui était comme une nouvelle version, une suite. Ça fit avec le duel d'aujourd'hui, du jeu Sid Meier's Civilization de board game qui était sorti avant, qui était, à mon avis, nettement mieux, beaucoup plus approchable, aussi très proche du jeu vidéo, puis qui avait une mécanique très intéressante de sélection d'action qui faisait que plus t'attendais avant d'effectuer une certaine action, plus elle devenait forte jusqu'à atteindre un maximum de puissance. Ça serait cool qu'il y ait d'autres bons jeux qui reprennent cette mécanique-là. Ça me faisait référence ici à Ark Nova qui utilise un système d'action similaire où plus t'attends, plus l'action est forte, mais dans un autre contexte. Donc, Sid Meier's Civilization, j'aime toujours ce jeu-là. Je trouve qu'il est bonifié par son extension. C'est pas ce qui est partagé par Sam, qui lui a moins aimé ça. Mais moi, je trouve qu'ils ont rajouté comme un peu plus de diversité. Dans le fond, dans cette extension-là, chaque civilisation va avoir une technologie unique qui va apparaître à un moment dans le jeu. On découple aussi l'expansion du territoire des actions militaires. Fait qu'on va vraiment maintenant avoir une armée qui va se déplacer pour pouvoir attaquer les barbares, attaquer les autres civilisations. C'est plus un système de portée avec ton territoire, c'est vraiment faut se placer stratégiquement. On a aussi une mécanique de découverte de la carte que je trouve qui est intéressante aussi, qui fait que on va justement peut-être s'étaler un peu plus si on voit que notre terrain d'intérêt a été déjà utilisé par quelqu'un d'autre, ben on peut décider de dire ok, ben je vais aller débloquer d'autres tuiles pour m'aligner ailleurs pour avoir d'autres options. C'est des choses que j'aime bien. Ils ont aussi essayé de pousser un peu plus la game sur le militaire en ajoutant un objectif supplémentaire qui est un objectif qui est militaire, c'est prendre le contrôle de forts qui sont sur la carte puis qui dans le fond sont essentiels pour pouvoir remporter la victoire. Ouais, il y a du bon et du moins bon, là. Je suis pas un fan de l'exploration random qui rajoute puis de les technologies de plus aussi, je trouve que
ça devient un peu trop compliqué, là. On s'éloigne de la simplicité puis de l'élégance du design original. Mais j'aime bien là, que les merveilles roulent un peu plus dans celui-là. Puis le nouvel objectif, je suis d'accord que ça incite un peu plus au conflit puis à l'interaction. Fait qu'il y a du bon puis du moins bon, mettons. Pour moi. Puis de mon côté, ben c'est un jeu qui a juste du bon. C'est Imperium classique, qui a eu sa suite Imperium Legend, puis qui vont avoir, ben en fait, je sais pas si on peut appeler ça une suite, là, je pense que les deux sont sortis à peu près en même temps. Là. Mais ils ont leur suite, Imperium Horizon, qui s'en vient l'année prochaine. Puis c'est tous des jeux de deck building, sont tous compatibles entre eux. Dans le fond, dans chaque boîte, on va avoir un certain nombre de civilisations différentes, fait que qui vont chacun avoir leurs règles complètement folles, puis leurs decks de cartes qui leur sont propres. Dans le fond, c'est ça. Ça va être un jeu de deck building dans lequel on bâtit notre civilisation, on essaye de progresser, on passe de l'état barbare à l'état d'empire. Dans le fond, toutes les fois qu'on cycle notre deck puis qu'on doit rebrasser notre défausse, on va pouvoir progresser de cette façon-là. Donc c'est un peu comme ça qu'on rajoute les cartes les plus fortes, puis les cartes uniques à notre deck, mais on peut aussi acheter des cartes du marché, puis il y a différentes mécaniques qui s'ajoutent à ça parce que ça reste quand même un jeu de David Turczi, fait que ça peut pas être simple. Non, mais c'est probablement cool. Ouais, c'est ça. Puis il est super bon en solo aussi, là, contrairement à ben d'autres Turczi, l'automa est facile à gérer. Là. On brasse un dé, on regarde une petite table, est-ce qu'il peut faire ça? Non, tu passes à la ligne suivante, puis ça coule bien. C'est cool d'essayer les différentes civilisations puis de voir comment elles sont différentes ou de les rejouer 2-3 fois pour essayer de développer notre stratégie avec. Là, puis il y a déjà 16 civilisations différentes, puis je pense qu'il y en a 12 autres qui s'en viennent. Là, donc on manque pas de variété avec Imperium, classique, légende ou horizon. Là. Fait que ça fait le tour de notre retour sur le duel de l'an passé. Donc, Sam, récemment, à quoi est-ce que tu as joué? Ben récemment, j'ai fait un truc qui est pas tout à fait un board game, mais qui ressemble assez, que je pense que ça vaut la peine que je le plug. Donc c'est un événement avec la compagnie Clued Up. C'est comme des jeux d'enquête, mais en géocaching, si on veut. Donc tu dois télécharger l'application, puis nous, celui qu'on a fait, c'était comme un événement là, qui arrive à peu près une fois par année. Fait que là, c'était ce samedi-là, on se pointe au centre-ville à Sherbrooke, puis dans le fond, tu commences en face de l'hôtel de ville. Là, ils te disent le lieu où ce que tu commences, puis t'as comme un petit carré de rue que tu sais que le jeu va être là-dedans. Puis dans le fond, t'as une petite mise en situation. Nous autres, on a fait Beauty and the Beast, là, donc ça se passe après l'histoire de la Belle et la Bête. Puis là, la bête s'est retransformée en bête. Puis dans le fond, c'est comme quelqu'un qui a jeté un sort où on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Puis faut essayer de trouver c'est qui le coupable. Puis pourquoi que la bête a été ciblée comme ça. Fait que tu vas te promener dans la ville, puis à des endroits précis, ben tu peux parler aux personnages, leur poser des questions, puis tout ça, puis là, ils vont t'envoyer chercher des trucs, puis tu te déplaces comme ça, puis tu lis les textes, puis tu résous l'enquête. Ça me fait beaucoup penser, en fait, à Chronicles of Crime, qu'on a déjà parlé sur le podcast, là, donc c'est à peu près le même niveau de déduction, je vous dirais, là. Peut-être même un petit peu moins. Mais c'est le même genre, là, sauf qu'au lieu de juste scanner les codes QR pour parler aux gens, mais il faut comme ça déplacer puis se rendre où est-ce qu'ils sont physiquement pour pouvoir leur parler, tu sais. Puis là, des fois, quand t'arrives à une place, il y a un petit mini-jeu, genre des énigmes ou des petits jeux sur ton téléphone, des petits défis que tu dois relever avant de pouvoir parler aux gens. Puis si tu le réussis pas, ben t'as comme une pénalité de temps, là, mais au final, tu sais, ça va pas t'empêcher d'avoir l'information qui est importante, là. Fait que là, si je comprends bien, là, tu es en train de nous présenter un jeu où tu te promènes avec du monde, puis il y a plein d'autres gens en même temps qui jouent. Ouais. Fait que c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu de société. Oh! Bien dit, bien dit. Mais ouais, c'était cool, mais tu sais, je vous recommanderais de pas le faire en trop gros groupe. Là. Je pense que les autres, ça peut être jusqu'à 6, mais tu sais, à 6, tu t'ennuies un petit peu, je trouve. Il y a pas assez
de réflexion à avoir puis de trucs à faire pour que plus que 2 ou 3 ça vaille la peine, je pense. Puis tu sais, dans le fond, il y a comme plusieurs façons de trouver la même information, si on veut, là. Fait que, tu sais, rapidement, on avait comme trouvé c'était qui le coupable, puis on aurait pu aller résoudre l'enquête, mais le groupe avec qui j'étais, il voulait retourner chaque pierre, puis aller voir tout le monde, puis suivre toutes les pistes, puis moi, j'étais comme, on sait que c'est lui, on peut juste aller accuser, on peut finir ça, là. Fait que comme la dernière heure, on a comme tourné en rond un peu, puis on n'a rien appris de plus sur l'histoire principale, fait que tu sais, c'était... Mais c'est ça, tu sais, si vous tripez Chronicles of Crime puis que vous aimez ça marcher dehors, tu sais, ou vous cherchez une activité à faire dehors avec les enfants, là, c'est comme, je pense que c'est parfait pour ça, mais tu sais, c'est ça, c'est pas de la grosse déduction, là. Mettons, la plus grosse déduction qu'on a faite, là, pour pas, je veux pas donner de spoiler, là, mais mettons, il y avait comme, 2 scènes de crime, si on veut, là. Fait que, mettons ça, une scène de crime, on a trouvé une canne de thon pour chat, puis sur l'autre scène de crime, on a trouvé un tas de poêles. Puis il y a quelqu'un qui avait un chat noir. Fait que c'était lui le coupable, tu sais. Là, t'as changé les termes pour éviter tout spoiler, j'imagine? C'est ça, c'est pas tout à fait ça dans l'histoire, mais tu vois le genre, là. Fait que je veux pas spoiler parce que je sais qu'il y a d'autres événements avec la même histoire qui s'en viennent. J'ai checké vite sur leur site, là, c'est cluedup.com. Ils ont des événements dans genre plusieurs villes dans plusieurs pays. Il y a des événements même à Montréal, là, je disais qui sont comme là disponibles tout le temps. Puis il y en a d'autres que c'est ça, c'est une fin de semaine, tu y vas puis tu l'achètes puis tu le fais là, puis c'est cool là, tu peux comparer ton temps avec les autres équipes qui l'ont fait aussi, puis tout ça, puis il y a des petits concours de photos puis de costumes puis d'affaires de même là. Fait que si tu veux embarquer, t'as moyen d'avoir du fun là, c'est ça. Mais pour moi, c'était juste un petit peu trop long pour ce que c'était, là. Mais ça fait quand même, c'est ça, ça a l'air d'une expérience intéressante à tester qui fait un peu changement de nous autres qui sont assis autour d'une table à se Ouais, ben c'est creuser ça, la ça fait tête. bouger un petit peu plus, là. Puis, tu sais, les textes étaient bien écrits, j'ai trouvé, dans celui-là, là. Puis surtout, c'est pas le premier que je fais, là, mais celui-là, j'ai trouvé qu'il était une coche au-dessus, là. Tu sais, les personnages avaient tout un peu de personnalité, il y avait des petites jokes qu'ils faisaient, là, tu sais, genre... tu vas voir Pinocchio pis il dit ah ouais j'ai beaucoup de clients là ça a pas d'allure là je suis vraiment occupé pis là tu sais son nez grandit là puis tu sais t'as tout le setting était bon j'ai trouvé là comme tu sais tranquillement pas vite tu t'en apprends un peu sur qui était là avec la bête à ce moment-là puis pourquoi que ces gens-là étaient réunis puis tout ça puis c'est comme ça que tu réussis à déduire qu'est-ce qui se passe puis pourquoi qui a été ciblé puis tout ça là fait que ça c'était quand même bien fait là. Mais c'est ça. Attendez-vous pas à des gros puzzles de logique puis de déduction pour trouver le coupable. Mais c'est c'est comme ils disent, c'est pas la destination qui est important, là, c'est le voyage. Des sages paroles, ça, Sam. C'est pour ça qu'il faut que tu sois moins mauvais perdant. C'est de jouer qui est plaisant, c'est pas nécessairement de gagner. Je suis pas mauvais perdant. C'est toi qui arrête pas de bâcher les jeux auxquels tu perds. Pis toi, quand t'as joué récemment? Moi, j'ai récemment joué à Hellboy The Board Game, qui est sorti en 2019, designé par James M. Hewitt et Sophie Williams, publié aux éditions Mantic Games, et exceptionnellement, c'est aussi un jeu qui est illustré par le dessinateur de la bande dessinée Hellboy, Mike Mignola. Fait que ça fait que pour les fans de Hellboy, ben on retrouve les mêmes dessins, fait qu'on se retrouve dans un univers familier. Fait que c'est cool, là, c'est pas juste Hellboy pour le nom, ils ont suivi les dessins avec. Donc Hellboy, c'est un dungeon crawl où on va jouer des membres de l'équipe du BRPD pour justement où il faut résoudre une énigme paranormale qui va se solder par un combat contre un boss. Donc on va jouer des personnages comme entre autres Hellboy ou Abe, puis on va explorer un donjon, combattre des monstres, puis résoudre une enquête. C'est un jeu où la mécanique principale, ça va être de la gestion d'action. On va avoir 3 cubes qui vont être utilisés pour faire différentes actions qui peuvent être se déplacer, attaquer, interagir avec l'environnement.
Puis on va avoir une enquête. Cette enquête-là va être gérée par un paquet de cartes très narratif. Dans le fond, il va toujours avoir des petites mises en situation puis des conditions. Puis à mesure qu'on progresse dans le donjon, on va peut-être activer certaines de ces cartes-là, puis qui vont avoir des effets sur l'histoire. On a toute cette phase-là d'enquête, puis il y a plusieurs enquêtes par boîte. Moi, j'avais juste le jeu de base, mais il y a plein d'extensions. Et Puis, est-ce que c'est une campagne qui suit qu'il faut que tu fasses dans l'ordre ou tu peux les faire séparément? Tu peux les faire séparément. En fait, il n'y a pas de gros fil directeur qui suit tout. Là. Tu peux faire celui que tu veux. Puis, t'es encouragé à refaire tes enquêtes parce que justement, des fois, en fonction de ce que tu vas faire, tu vas comme aller dans une direction où tu vas voir le résultat d'une carte, mais tu verras pas d'autres cartes. Fait que comme ça, tu peux refaire la même enquête puis avoir des événements légèrement différents. C'est un jeu où aussi il y a une mécanique que j'aime beaucoup, qui est de pouvoir prendre un fauteuil puis le garrocher sur des monstres. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai vu qu'on avait cette option-là. Parce que dans le fond, il y a comme plusieurs types d'attaques différentes et les meubles peuvent servir d'armes pour Hellboy qui a une force surhumaine. Puis c'est ça, chaque personnage a vraiment, c'est ça, des caractéristiques qui lui sont uniques et particulières. Fait que tu sais, t'as des trucs, il y a juste Hellboy qui fait faire, comme lancer des meubles. Puis t'as d'autres personnages qui sont plus magiques, qui ont comme des genres de spells. T'as Abe qui est comme plus intelligent, plus furtif, qui lui peut passer inaperçu. Fait qu'on a vraiment comme des personnages assez variés. À ça, on peut aussi, il y a comme une mécanique de préparation que je trouve cool. Avant une enquête, tu peux décider de t'équiper. Tu as comme un budget qui t'est alloué pour ton enquête, puis là tu peux dire bon ben je vais acheter un gun. Je veux amener un associé avec moi pour avoir un enquêteur supplémentaire qui peut t'aider dans différentes situations. Qui peut soit être sur le plateau puis se déplacer avec toi, ou tu peux utiliser son habilité spéciale sur une carte. Fait qu'il y a pas mal de trucs. Puis je trouve que ça coule bien, puis c'est très thématique. Puis c'est ça, fait qu'on progresse dans une enquête typique jusqu'à la fin où là on va avoir un boss fight qu'il faut combattre. En fonction du scénario, ben le boss ça va être un méchant de la BD qu'il faut tabasser. Tu le décris, puis ça me fait beaucoup penser à Cthulhu Death May Die. Ben, il y a un peu, j'avoue, il y a quand même des éléments qui s'y ressemblent, sauf que il y a quand même beaucoup plus d'éléments narratifs dans Hellboy que dans Death May Die, là, tu sais, où est-ce que Death May Die, ça se résume à 4 lignes sur ta carte de setup, puis ça se résume à, il y a des méchants, pas les tuer. Ouais. Là, dans Hellboy, il y a un peu plus. Même si ça se solde quand même par un gros boss fight à la fin. Mais c'est des scénarios modulaires, des personnages avec différentes spécialités. Ouais, ben là ici le scénario est pas, je dirais pas qu'il est modulaire, mais c'est qu'il ouais, mais il est comme un peu, c'est indépendant, je voulais dire. ouais, C'est pas une grosse campagne, là. c'est ça, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Fait que c'est ça, le jeu finalement il look super gros parce que justement il évoque la BD. Il vient aussi avec un paquet de miniatures. Si vous avez des extensions, tu sais, ça peut devenir assez intense. Mais sinon, c'est ça. C'est un très beau jeu. Puis c'est le fun à jouer puis à prendre en main. C'est pas très compliqué non plus. Il y a un gros système dans le fond d'amélioration de tes dés. Tu sais, c'est aussi ça un peu le cœur du jeu. C'est chaque personnage va avoir des dés de couleurs différentes pour faire une action donnée. Puis tu peux améliorer ou diminuer ces dés-là. Tes dés sont comme jaune, orange, rouge, puis noir. Puis là, ben, plus ils sont foncés, plus ils sont bons. Puis tu peux trouver des façons d'améliorer tes dés pour rouler des dés de plus en plus fort. Cool. C'est intéressant. Tu me ferais essayer ça. Ouais, c'est ça. C'est facile à monter en plus. Là. C'est pas... ça prend pas 20 ans non plus à mettre en place. Là. C'est fait... c'est bien fait. Donc, c'était Hellboy, The Board Game. Mais parlant de jeux qui sont faciles à mettre en place, j'ai aussi reçu, il y a pas longtemps, mon dernier Kickstarter de compagnie Button Shy Games.
Donc, j'ai reçu 2 jeux solo, dont un qui s'appelle Ancient Realm de Steven Aramini. C'est des button shy, donc c'est des encore une fois le concept des wallet games là, à 18 cartes qui est encore présent ici. Puis c'est un jeu solo uniquement. Dans le fond, c'est thématique ancienne civilisation, là, comme le duel de l'an passé. Tout se connecte, tout est dans tout dans cet épisode-là. Puis c'est une nouveauté, fait que hein? Oh. C'est pas bien fait. Fait que c'est ça. C'est un jeu où dans le fond, tu joues ta game puis tu calcules ton score puis tu regardes sur la table, t'es-tu genre vraiment pourri ou jusqu'à t'es vraiment parfait, exceptionnel. Là. Puis dans le fond, t'as comme un marché de 4 cartes qui sont disponibles. Puis il y a 2 types de cartes. T'as des merveilles puis t'as des districts. Quand tu veux construire un district, tu fais juste le construire puis that's it. Quand tu veux construire une merveille, il faut que tu aies des ressources pour. Fait qu'il y a comme 3 ressources plus de l'argent. Puis tu peux comme utiliser ton argent pour l'échanger contre n'importe quelle autre ressource. Mais l'argent sert aussi à activer des citoyens. Parce que dans le fond, sur les districts, chaque carte va être comme séparée en 3. Puis dessus, il peut y avoir soit des citoyens, soit des genres de trucs qui génèrent des ressources, puis des mines, qui vont te valoir des points en fin de partie s'ils n'ont pas été recouverts. Puis pourquoi ils pourraient être recouverts, c'est que dans le fond, quand tu t'achètes une carte, t'as la place dans ton tableau, puis tu peux soit la placer à côté, ou tu peux comme la slider par-dessus une des cartes qui a déjà été jouée. Mais là, en faisant ça, c'est ça qui va te rapporter tes ressources, dans le fond. C'est que quand tu vas aller couvrir, mettons, je vais couvrir la carrière, ben là, je vais pouvoir payer 1$ pour recevoir une pierre. Là, si je vais couvrir un citoyen, mais il va me dire, paye 1$, mais tu peux doubler ton bois. Ou quand tu couvres une mine, ça te donne de l'argent gratis. Sauf que ça t'enlève des points en fin de partie, parce que si la mine est découverte, elle va te donner un certain nombre de points qui va dépendre d'une condition. T'as des mines qui vont dire tant de points par merveille qui sont à côté d'une autre merveille. Fait que à chaque tour, dans le fond, tu joues une carte, tout simplement. Puis là, si c'est une merveille, il faut que tu aies les ressources pour pouvoir la payer. Puis t'es tout le temps comme tiraillé à la placer dans ton tableau. Est-ce que tu veux comme t'expandre le plus possible? Mais si tu fais ça, tu rapportes jamais de ressources, mais tu vas peut-être faire plus de points, mais comme ce qui est vraiment payant, c'est les merveilles. C'est elles qui valent le plus de points. Puis en plus, les merveilles, un coup que tu les as construites, ils ont comme tout un petit pouvoir passif aussi, que genre à chaque fois que tu fais telle action, elle va être bonifiée. Fait que t'as vraiment un puzzle de comme où est-ce que je peux placer ma carte pour qu'elle me soit le plus optimal possible. Puis tu sais, tu fais ça pendant comme 15 minutes, puis la game est finie, puis là tu comptes tes points, puis tu regardes, ben j'ai une civilisation en ruine. Parce que les 2 premières fois que j'ai joué, c'est ça, j'avais même pas passé le premier palier de points, là, fait que Ouch. c'était violent. Mais c'est ça, j'ai rejoué ce midi, je l'avais amené à job, fait que j'ai joué pendant mon heure de dîner, puis là j'ai réussi à avoir une civilisation prospère. Fait que j'ai comme pas pogné le palier le plus haut là, mais j'étais comme plus milieu Correct. haut si on veut. Fait que c'est ça, c'est quand même simple, mais j'ai trouvé que c'était très casse-tête là, ça me rappelait un peu Sprawlopolis là, que tu peux comme cacher des cartes en les mettant par-dessus, puis t'essayes de balancer plusieurs conditions de victoire en même temps, puis d'optimiser tout ça, mais ça reste des règles très simples, mais qui t'apportent un bon puzzle, là, parce qu'en plus, j'ai oublié de le dire, mais comme quand tu construis une carte, dans le fond, tu peux t'en remplacer, mais c'est toi qui choisis si t'en remplaces par une autre merveille ou un district. Puis le district qui est sur la pioche, il te donne un bonus tant qu'il reste là. Fait que ça peut être genre d'activer tes citoyens gratuitement ou de faire une pièce de plus quand tu prends de l'argent ou des trucs comme ça. Fait que si c'est un bonus que tu trouves vraiment cool, ben tu peux essayer de le laisser là le plus longtemps puis de comme aller piger dans les merveilles à la place quand tu remplis ton marché. Mais là, si t'as juste des merveilles puis que t'as pas assez de ressources pour les construire, ben t'es comme mal pris. Sauf qu'à tout moment, tu peux aussi comme trasher une merveille qui est disponible pour prendre 2$ ou une ressource. Sauf que tu sais, si tu fais ça trop souvent, ben tu construiras pas beaucoup de merveilles, fait que tu feras pas beaucoup de points non plus, tu sais. Fait que c'est ça. Plein de petites décisions de tiraillement, puis t'essaies d'optimiser ton score, puis tu sais,
pour le prix qu'il a coûté, là, c'est un petit jeu le fun que j'ai l'impression que je vais rejouer une couple de fois, essayer de peut-être pogner le niveau de score le plus haut une fois, puis tu sais, après ça peut-être le mettre de côté, en jouer d'autres, puis tu sais, y revenir plus tard, puis tu sais, c'est un petit jeu intéressant, là. Puis avec ce Kickstarter-là, j'en avais deux du même auteur, là, fait que je vais essayer de jouer à l'autre pour le prochain épisode. Cool. C'est quoi, là? L'autre, c'est River Wild. Aussi de l'auteur Steven Aramini, puis publié par Buttonshire. Excellent. Donc, maintenant, on arrive au plat de résistance, le duel. Donc, les nouvelles suites, mais réussies cette fois-ci. Ouais, on va essayer d'aller avec des Dark Knight plus que des Crystal Skull. Ouais. Indiana Jones, on a eu comme eu deux, hein. Ça fait mal. La dernière croisade, ça va toujours rester le pic, tu sais. En plus, il partait dans le soleil couchant, là. C'était comme... Ouais, il aurait dû arrêter ça là. C'était le bon moment. Ok. J'ai fini de bâcher sur Indiana Jones. Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Expeditions, qui est sorti cette année. C'est un jeu qui a été designé par Jamie Stegmaier et publié aux éditions Stonemaier Games. Donc, comme j'ai dit plus tôt, Expeditions se veut la suite de Sight, mais on a vraiment deux jeux qui sont fondamentalement différents. Autant que Sight, c'était comme engine building, puis un peu de contrôle de territoire, où il y avait beaucoup de menaces de confrontation. Dans Expedition, on a plus une construction de tableaux, puis on a des déplacements. Dans le fond, on va faire un peu d'exploration, mais il y aura pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Tout le monde va un peu faire sa petite game, fait qu'on a quand même deux trucs assez différents. Ouais. Moi, ça me fait penser beaucoup au Royaume de l'Ouest ou au Tigre du Sud puis les de la mer du Nord, là, toutes ces séries-là de Garfield Games que comme le visuel est pareil entre les jeux, c'est le même univers si on veut, mais comme les jeux sont vraiment différents les uns des autres. Mais en même temps, il y a quand même quelques éléments qui reviennent, puis tu sais l'iconographie se ressemble, fait que tu sais si t'as joué à un, c'est comme juste une petite affaire plus facile d'apprendre l'autre. Ouais, non, je suis pas mal d'accord avec ton point, là. C'est à peu près le même concept, en fait. Donc, dans Expeditions, on est après les événements de Sight. Fenris a été mis au tapis. Spoiler alert! Ouais, mais c'est évident que ça finit. En tout cas, bon, si vous avez pas joué la campagne de Sight, désolé. Sinon, ben, elle va quand même être le fun à jouer, là. Tu joues pas à la campagne de Sight pour le scénario. Dans ma campagne à moi, c'était les Fenris qui avaient gagné. Fait que t'as eu la mauvaise fin. Non, c'était la bonne fin, c'est moi qui jouais à Fenris. C'est correct, ça. OK, donc dans Expeditions, c'est ça, tout ça, Fenris est parti, blablabla. Puis là, il y a un météore qui est tombé au nord de la Sibérie. Fait que là, il y a une expédition qui est partie pour aller investiguer le météore. Cette expédition-là n'est pas revenue, alors on lance d'autres expéditions pour aller retrouver ce qui s'est passé à la première. Puis ça, c'est nous autres. Donc, dans Expeditions, chaque joueur est un héros avec son compagnon animal ainsi que son mech, son espèce de gros robot mécanisé. Puis on va aller explorer le nord de la Sibérie pour essayer de retrouver ce qui s'est passé. Au final, on va essayer d'accumuler le plus de richesses possible en chemin, parce qu'au final, ce qui est arrivé à l'expédition, ce sera pas le point principal. Le but principal, ça va être plutôt de faire de l'argent. Ouais, c'est ça. On s'en fout un peu des autres expéditions. On veut juste faire de l'argent. C'est à peu près ça. Donc, comment le jeu se joue? On va déplacer notre mec sur un plateau, puis quand c'est notre tour, on va avoir une sélection d'actions à faire. À tout moment, on va pouvoir réaliser 2 ou 3 des actions principales du jeu, puis on évolue comme ça à chaque tour. On a 3 actions qui sont se déplacer, tout simplement on prend notre mec, on se promène, on peut explorer des territoires qui sont pour le moment inexplorés, on peut jouer une carte de notre main, puis à ce moment-là, on peut activer son pouvoir, on va gagner les ressources qui sont sur cette carte-là,
Puis on va avoir la possibilité d'activer son pouvoir si on a un worker qui correspond au worker sur cette carte-là. Fait que la carte, elle a vraiment... toutes les cartes, en fait, sont multi-usages. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites avec chacune des cartes. Mais l'action, comme de base, c'est jouer la carte, gagner la ressource, peut-être activer son pouvoir. La troisième action, c'est collecter, en fait, le bonus qui est sur la tuile sur laquelle on est. Collecter les tuiles, collecter ces ressources-là, ça peut nous permettre justement d'aller chercher des workers qui vont avoir différentes couleurs, qui vont fitter avec les couleurs des cartes. Ça nous permet d'aller acheter des nouvelles cartes. Ça nous permet aussi de gagner des ressources. En fait, dans le jeu, il y a deux ressources. Il y a je sais pas comment traduire le guile, mais tu as le power et le guile, qui sont comme deux formes de puissance. Là. Le guile, c'est l'intelligence. Ouais. Si vous avez joué à 7, ça ressemble à comme ta puissance militaire là, que tu dépenses pour les combats. C'est ça. Mais au lieu d'en avoir juste une, t'en as comme deux. Fait que, Ouais. de temps en temps, t'en as un qui va être nécessaire, puis d'autres fois, ça va être l'autre. Donc c'est ça. Fait que sur les tuiles sur lesquelles on va être, on va pouvoir collecter différents bonus. Puis ce jonglage-là de savoir quand est-ce qu'il faut jouer une carte, quand est-ce qu'il faut collecter les ressources, quand est-ce qu'il faut se déplacer, c'est un peu le cœur du jeu, puis il faut essayer de maximiser ses tours. Au début du jeu, notre premier tour, on va pouvoir faire les 3 actions, mais après ça, on va déplacer un cube sur les différentes actions, puis on va pouvoir faire seulement 2 des actions à chaque tour. Puis à chaque tour, on est forcé de le déplacer, là, un peu comme dans Sight, tu peux pas laisser ton pion d'action à même endroit, fait que tu peux pas avoir 2 fois la même combinaison de 2 de suite. Exact. Fait que tu sais, à chaque fois qu'il y a une action que tu n'auras pas faite, le tour d'après, tu es obligé de la faire. Fait qu'il faut que tu jongles avec ça. Aussi, à un moment, c'est ça, tu vas jouer des cartes, puis tu as une main de carte qui est finie à un moment donné. Fait que tu peux faire un tour de rafraîchissement où là, tu vas pouvoir reprendre toutes les cartes que tu as jouées dans ta main, remettre tes workers sur ton plateau, puis là, tu vas pouvoir te remettre à jouer des cartes plus tard, puis une fois que tu as fait ton tour de rafraîchissement, en fait, ton prochain tour, tu vas pouvoir faire les 3 actions. Fait que c'est un peu une préparation à un gros tour, mais tu skippes un peu ton tour. Skip un tour pour le faire, tu sais. C'est ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, tu vas avoir d'autres options pour pouvoir faire ce rafraîchissement-là pour éviter de perdre un tour. Ce qui peut être une stratégie adoptée. Tu as certaines positions, tu as certains endroits où où le bonus à récolter, c'est carrément tu rafraîchis. Puis tu as des cartes qui vont pouvoir te permettre de le faire aussi. Mais quand tu fais ça, par contre, oui, tu récupères tes cartes, mais tu rafraîchis pas ton cube d'action, si on veut. Fait qu'au prochain tour, tu vas quand même être limité à 2 actions. T'en auras pas 3. Exactement. Mais tu skippes pas ton tour. Ce qui est quand même cool, hein, au final, parce que les tours sont précieux. Parce que le jeu est en fait une course à qui va être capable de pouvoir placer 4 étoiles d'objectif sur le plateau des points. Parce que dans le fond, on fait toutes ces actions-là, mais l'objectif, c'est de réaliser l'objectif, c'est de réaliser des objectifs, ouais. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est pas du tout circulaire comme définition. Pas en tout. Comment on appelle ça déjà? C'est récursif. Ça s'appelle soi-même. Jusqu'à temps que la condition casse. Ok, ça c'est des trucs d'informatique. Joke de programmation. Ouais, on va arrêter là. Fait que ce qui peut avoir comme objectif, dans le fond, pour pouvoir placer nos étoiles, c'est comme dans Sight, dans le fond. Dans Sight, c'était, admettons, réussi à recruter tous tes bonhommes, réussi à construire tous tes bâtiments. Ben là, on a un truc similaire, sauf que c'est réussi à avoir 8 cartes, réussi à avoir 7 workers ou à avoir exploré 5 territoires. Il y a aussi... T'as comme 3 actions de scoring, si on veut, là, qui sont pas disponibles tant que t'as pas exploré les tuiles que l'action est dessus. Ouais, ça c'est une grosse différence par rapport à ça, c'est que c'est pas quand tu réalises au moment que tu réalises l'objectif que tu peux placer comme ton étoile de point. Il faut que tu ailles chercher l'action de poser un point. Ouais, mais t'as aussi comme t'as l'action de meld, t'as l'action d'équiper un item, puis t'as l'action de Ouais, ça j'étais pas encore rendu là, je voulais arriver plus tard sur l'aspect construction de tableau. Ouais, c'est comme pas
C'est dur de trouver un fil conducteur pour tout expliquer. Ouais. Parce que c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses quand même, puis à toutes les fois, tu vas pas nécessairement utiliser tout. Parce que, tu sais, là, on a parlé justement, tu sais, oui, on va gagner des cartes, puis ça va nous permettre de justement pouvoir faire des combos de cartes qui vont être intéressants. Mais à ça, les cartes qui ont encore un usage supplémentaire, chaque carte va pouvoir être un item, une quête ou un météore. Puis dans le fond, en étant un de ces trois types-là, on peut utiliser ces cartes-là pour d'autres choses. Les cartes quêtes, si on réussit à se rendre à l'endroit où cette quête-là doit être réalisée, à payer son coût, on peut glisser cette carte-là sous notre mech. Puis ça, c'est un multiplicateur de points pour nos étoiles. C'est aussi un des objectifs qui peut être rempli, qui est de réaliser 4 quêtes. Mais c'est ça, mais pour le faire, faut avoir une carte qui a cette action-là. Exact. Faut avoir tout le monde va, dans ta carte de départ, tu peux pouvoir faire l'action résoudre une quête, qui est, dans le fond, activée quand tu fais l'action de jouer une carte. Fait que tu joues une carte, sur laquelle il est écrit résoudre une quête, pour, après ça, résoudre ta quête au bon endroit. C'est ça. Faut... T'as comme ce principe-là pour les items aussi. Puis les météores aussi. Mais les météores, par contre, c'est pas une carte qui va... Ben, je peux dire qu'il y a des cartes qui permettent de le faire, mais il y a des actions sur le plateau aussi. Exact. Pour les items aussi, t'as des actions. En fait, c'est ça, c'est que t'as beaucoup de ce qui est sur le plateau va être aussi sur les cartes. Fait que tu sais, tu peux avoir, selon ce qui va avoir de disponible dans le marché, tu peux comme te construire une stratégie sur laquelle tu vas faire tes améliorations en utilisant les cartes pour faire l'action d'améliorer, ou tu vas essayer d'utiliser les actions qui sont sur le plateau. Mais c'est ça, ces actions-là cool sur le plateau, même quand tu révèles la tuile, ils sont pas disponibles tout de suite parce que t'as comme toute l'histoire de combattre la corruption. Dans le fond, quand tu révèles une nouvelle tuile, tu vas rajouter des jetons de corruption dessus, puis là, il va falloir t'aller dépenser tes 2 ressources de combat qu'on a parlé tantôt, là, pour, tu sais, comme les jetons vont avoir différentes couleurs, fait qu'il y en a qui sont, faut que tu dépenses ton guile, l'autre c'est ton power pour les combattre. Fait que c'est ça, faut que tu travailles fort pour aller, comme, construire tes cartes, puis réaliser tes objectifs. Ouais. Mais en même temps, de combattre cette corruption-là, en soi, ça te donne des points. Fait que t'es quand même incité à aller explorer puis à battre ces cossins-là. Là. Tu fais pas juste ça pour débarrer l'action pour toi, mais pour les autres aussi. Ça te donne des points de le faire. T'sais. Ouais, chaque jeton que t'enlèves te donne des points, puis t'as une des conditions de victoire qui est de réussir à en avoir enlevé 7 au total. Mais ça fait aussi que c'est long avant de pouvoir placer ses objectifs, je trouve. C'est vrai que ça prend un certain temps. Tu sais, le jeu va vraiment avoir comme plusieurs phases, j'allais dire. Tu sais, au début du jeu, on va vraiment comme essayer de se construire. Tu sais, là, tu vas accumuler des affaires. Tu vas te dire, je vais aller me chercher des workers, je vais aller m'acheter des cartes. Tu sais, je vais commencer à me construire un engin qui tient un peu la route, en essayant aussi d'aller explorer. Puis après, fait que là, on a cette période-là qui dure un certain temps. Puis là, à un moment donné, là, quand tu commences à avoir des cartes pas pires, puis tu peux décider vers où tu vas t'en aller. Tu regardes ce que t'as, tu regardes comment le plateau progresse. Puis là, c'est là que tu t'orientes un peu pour te dire, bon, ben, moi, je vais aller vers ça ou vers ça, je vais essayer de collecter les cartes finalement, ou, j'ai plein de cartes, de météores, fait que je vais essayer de melder le plus possible, puis je vais faire des cascades de points. T'as la phase, c'est ça, un peu plus frénétique, j'allais dire. Ouais, puis c'est ça qui est le fun, mais comme, moi, je trouve que ça prend trop de temps avant qu'on se rende là. Ça dépend. Contrairement à 7, là, mettons c'est comme impossible de pas les comparer, là, même s'ils sont, comme tu le dis, là, c'est des jeux vraiment différents, mais ils ont quand même assez de points communs qu'on peut les comparer, je trouve. Tu sais, 7, ça se build vite, là, c'est une course, puis tu sais, c'est quasiment plus un sprint qu'un marathon, là. Tandis qu'Expédition, c'est plus comme un semi-longue distance, là. Ouais. C'est sûr qu'il y a un rythme différent, mais en même temps, je trouve que ce qui va plus vite dans le sens où tu rejoues plus souvent. Tu sais, chaque action se résout plus rapidement qu'un tour dans Sight. J'allais dire pour une personne moyenne. Tu sais, moi je trouve que quand j'arrive à Sight aussi, tu sais, les actions des autres vont t'influencer plus que dans Expedition. Expedition, tu sais,
Ouais, mais justement, il y a plus d'interaction. Ouais, mais justement, ça complexifie les choix, les décisions, puis tout ça, puis des fois, tu peux te faire planter ton tour. Dans Expedition, ça arrive un peu moins. Tu sais, le pire qui va t'arriver, c'est que quelqu'un va bloquer ton chemin ou va aller battre la corruption à l'endroit où tu pensais y aller. Tu sais, on interagit moins, mais ça fait que, tu sais, quand t'as un plan, tu sais, c'est rare qu'il va vraiment être vraiment troublé. Mais dans Sight aussi. Hein. Ben, je sais pas, moi dans le site, tu sais, des fois tu vois quelqu'un qui s'en va un peu trop proche de chez vous, ou t'as quelqu'un qui finalement attaque quelqu'un d'autre, puis là ça déboule, puis là les plans changent. Je trouve aussi que c'est plus rapide parce qu'on dirait que tes décisions sont un peu moins lourdes de conséquences dans Expeditions parce que tu vas jouer beaucoup plus de tours. Ben oui puis non, parce que si tu choisis les mauvaises cartes pis tu te bâtis pas d'engin, tu vas être en retard sur tout le monde. Là. Ouais, mais là c'est en même temps là, t'es dans un jeu où faut que tu fasses ça. Là. Mais il y a moyen de te reprendre. T'sais, ça arrive des fois que les cartes sont pas toutes bonnes, là, qui sont les cartes disponibles dans le marché. Des fois, ça se peut que tu aies décidé d'aller sur le deck puis t'as pas nécessairement Ouais. une carte optimale, mais Il t'as te faut toujours quelque chose. absolument ton 4e météore puis il sort jamais à ton tour. Là. Ouais. Ça peut arriver, ouais. Mais vu que t'as plusieurs autres options, puis vu que les cartes font plusieurs rôles, tu sais, il y a moyen, tu sais, de réchapper puis de dire je vais faire autre chose en attendant. Je trouve qu'il est aussi, tu sais, ça peut être un avantage puis ça peut être un inconvénient, le fait qu'il n'y a pas de conflit direct entre les joueurs. Là, ça c'est un peu, C'est une question de goût. Là. c'est ça, tu sais, ça fait que t'as l'option si tu vas vers Expedition, si t'aimes le conflit, ben tu vas plus vers Sight. Ben, Le conflit, c'est sûr c'est la menace de conflit, mais quand même, ouais, c'est ça. c'est plus C'est pas là, tant c'est plus là. important. Ouais, c'est ça. Il y en a pas pantoute dans Expedition, il y en a un soupçon dans Sight, si on veut. Mais tu sais, je te dis, si tu cherches un jeu avec des conflits, va pas vers Sight. Là. Ça reste un jeu d'optimisation puis de gestion de ressources plus qu'autre chose. Hein. Ouais, mais à la fin, ça finit tout le temps par se taper dessus. Oui, mais d'habitude, c'est vers la fin de la game. Ouais, c'est pour ça que je dis à la fin, tu sais, parce que souvent c'est comme, Mais tu sais, c'est comme une étoile qui est tout le temps tentante. Puis à la fin, tu sais, ça devient plus facile de te dire, toi, t'as pas ben pris de carte de combat, hein? Ou même si t'en as, tu sais, je veux dire, t'as juste besoin d'avoir comme un 5 là. Un 5 puis assez de power pour dépenser le max, là. Fait que tu sais, oui, il y a du combat, mais t'es comme, si tu veux, là, t'es sûr de le gagner, là. Y a pas de hasard, y a pas de... Ouais. Mais peux... c'est ça. En tout cas, Mais il y en a pas du tout dans Expedition, puis c'est ça le point, c'est que si t'aimes vraiment pas ça, ben, Expeditions ben, y en a pas de combat. Fait que ça peut être plus intéressant pour certains joueurs. non, c'est vrai. C'est ça. Sinon, chaque personne a comme un duo de chef puis de compagnon animal qui est différent. Ils vont tous les deux ils vont tous être un peu similaires dans le sens où ils vont tous avoir, il y en a un qui va permettre de résoudre des quêtes au début, puis il y en a un qui va permettre de combattre la corruption. Mais il y a des petites différences entre les autres, ben entre les autres pouvoirs de ces deux cartes-là qui peuvent changer ta stratégie un petit peu. Il y en a que tu peux activer un pouvoir que tu as déjà joué, tu peux rafraîchir une carte ou tu peux prendre tout de suite le bonus de la corruption que tu vas avoir révélé. Tu as une petite subtilité ici, puis après ça, tu as aussi... Mais ça, tu l'as tout le temps. Non, c'est pas tout le monde qui a ce truc-là. Ah non? C'est ça. Tu sais, t'en as un, c'était que j'ai pogné, c'était si tu combats de la corruption, tu peux rafraîchir une carte. Ouais, ce qui est quand même meilleur ouais. Ouais, ben c'est pas des énormes variations entre ces cartes-là, ils vont toutes être quand même relativement pas similaires, mais il y a des petites subtilités, ils sont pas exactement pareils. Ouais, les différences entre les mecs sont plus importantes, j'ai l'impression. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Les mecs, eux, ils vont vraiment avoir des pouvoirs très différents, pas nécessairement équilibrés à mon avis. À mesure que je vais jouer, je vais peut-être changer d'avis, mais pour l'instant, j'en ai que je trouve qui sont plus intéressants à jouer. Par exemple, il y en a un qui peut vendre des tokens de cartes que normalement ils servent à rien. Une fois que t'en as 5, tu peux poser ton étoile, que t'as 5 cartes, mais sinon, il n'y a pas grand chose à faire Et avec en les plus, c'est tokens une de étoile cartes. que tu peux aller chercher différemment, ça. Fait que...
si tu veux ignorer cet aspect-là, tu peux carrément. Puis là, avec lui, ça donne des points, tu sais. C'est ça, tu sais, fait qu'il il est pas mal intéressant, puis ça peut être, tu peux vendre tes cartes pour des points ou des ressources. C'est-à-dire, tu peux vendre pour du power ou du guile aussi. En plus. Ouais. T'en as un qui peut se déplacer plus loin que les autres. Fait que ça peut être circonstanciel, là. Ça peut être pratique parce que le Ça dépend bateau... comment la map est faite, là, parce qu'elle va changer d'une partie à l'autre. Exact. Toutes les tuiles, les mêmes tuiles vont toujours être présentes, mais ils seront pas organisées de la même façon d'une partie à l'autre. Il y en a un qui a un pouvoir qui est, à mon avis, vraiment, vraiment bon, qui est, lorsqu'on achète une carte, au lieu que la carte soit défaussée, elle va directement dans ta main, ce qui ouvre la porte à énormément T'es jamais d'options. obligé de refresh, tout ce qui est pas de tour, puis Ben, tu peux acheter une carte, jouer la carte. Acheter une carte, jouer la carte, tu sais, ça ouais, fait non, c'est des trucs intéressants, pas mal, là. versus l'autre qui te permet de... Dans le fond, t'es capé au nombre de quêtes, puis d'items, puis de météores que tu peux avoir. Capé au nombre qui te permet d'avoir ton étoile, au final. Ça faisait 4. Mais Ouais. t'en as un que son pouvoir, c'est qu'il peut en avoir 5. C'est Vraiment poche. c'est pas, mettons que pour qu'il vaille la peine, faut que tu le fasses pour vrai, puis que tu te mettes là-dedans, parce qu'il faut que tu réussisses à placer 5 items, 5 améliorations, puis tes 5 météores. Il y a moyen de faire beaucoup de points avec les 5 météores, Mais mais faut-il qu'ils sortent, ces maudits météores-là. Moi, la game que j'ai eue, j'ai cherché toute la partie, puis comme dès qu'il y en avait un, on était 4 joueurs, là, et dès qu'il y en avait un, il se rendait pas à mon tour, là. ouais, fait que tu sais, c'est un peu c'est le défaut de ce bonhomme-là. Faut que tu te lances dans quelque chose, mais t'as un peu, ben c'est comme la façon, c'est l'avantage que t'as sur les autres, fait que si tu veux en profiter, il faut que tu te mettes dedans, mais t'es pas nécessairement T'as pas le apte à le contrôle faire. là-dessus, c'est ça. Parce que oui, tu peux flusher le marché s'il y a pas les cartes que tu veux, mettons, mais tu gaspilles un peu une action pour faire ça, puis deux, même si tu le fais, ça veut pas dire qu'il y a la carte que tu veux qui va sortir, tu sais. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que je suis pas convaincu que tous les bonhommes sont parfaitement équilibrés. Non, Peut-être puis même que dans le site, tu sais, je pense qu'il était mieux balancé, mais c'était pas parfait non plus, là. Puis il y a même des combinaisons qui ont été banni. bannies après parce que il avait passé le playtest original, mais après ça, quand il y a eu beaucoup de monde qui se sont mis à jouer, c'était comme des combos cassés ou à l'inverse vraiment pas assez fort, tu sais. Ouais, ça c'est juste des informations que tu peux soutirer quand il y a vraiment des centaines de parties qui sont jouées. Oh, oui, non, c'est pas un reproche, là, mais j'ai l'impression que dans Sight, soit que le travail de balance était plus facile ou en tout cas il avait été mieux fait, je trouvais. Mais encore là, tu sais, on n'a pas joué une tonne de parties non plus, fait que peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus ou des stratégies qu'on n'a pas pensé qui pourraient compenser pour ces trucs-là, là, mais tu sais, ça reste que c'est pas il y en a pas un qui est comme 10 fois plus fort que les autres, là, Non, ou c'est 10 ça. fois plus faible. Mais des fois, faut adapter sa stratégie en fonction de ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'était ça pour Expeditions. Je vais te passer la main. Ouais, moi je veux vous parler, c'est pas un jeu, c'est une extension. Donc c'est Spirit Island Nature Incarnate, designé par Eric Royce, qui avait fait le jeu de base aussi, puis publié par Great Earning Games. On vient de recevoir celui-là aussi il y a pas longtemps. Rapidement, c'est quoi Spirit Island pour ceux qui connaissent peut-être pas? Si vous voulez plus de détails, ça a été un de nos épisodes, je pense que c'était l'épisode 11. C'est l'épisode des jeux solo. C'est ça, mais bref. On en a parlé en long et en large sur cet épisode-là, mais en gros, c'est un jeu coopératif dans lequel on est comme les esprits d'une île qui essayent de repousser les envahisseurs qui arrivent, là, donc les colons européens qui s'installent de force sur notre île. On va de pair avec les natifs qui sont un peuple fictif qui s'appelle les Dahan, prendre un esprit puis essayer de les repousser, puis dans le fond on va commencer
très faible, fait que c'est un jeu un peu de engine building, si on veut. Là, on va développer notre esprit au cours de la partie, améliorer notre capacité d'énergie, puis de jouage de cartes, acquérir des nouveaux pouvoirs, puis dans le fond, plus la partie avance, plus on peut jouer des pouvoirs, puis plus les pouvoirs qu'on va jouer vont être forts. On a des pouvoirs innés aussi qui dépendent des cartes qu'on a jouées. Parce que sur chaque carte, il y a comme des différents éléments. Puis là, plus on a de certains éléments, plus les pouvoirs innés vont être forts. Ça, c'est comme le gros principe de base, si on veut. Puis l'idée, c'est de détruire ou de faire assez peur aux envahisseurs pour qu'ils partent de notre île. On essaie de faire ça avant que le deck de cartes d'Invader soit passé au complet ou qui ait complètement pollué l'île au point où elle sera pas récupérable. Je pense qu'un point sur lequel t'as pas assez insisté, Sam, c'est l'espèce d'aspect de progression du jeu. C'est vraiment le truc qui est le plus cool, là, parce qu'au début, t'as vraiment l'air d'être dépassé par les événements. Tu te dis, voyons donc, tu peux pas gagner, c'est bien que trop tough. Il y a des bonhommes qui arrivent de partout, il y a des bâtiments qui se construisent. On a de peine et de misère à jouer des cartes pour en enlever 2-3. Puis rapidement, on sent qu'on prend le pouvoir, là, qu'on devient des esprits de la nature surpuissants qui se mettent à ravager des villes et des villages pour pouvoir déplacer les envahisseurs. Puis on passe de jouer très peu, de faire des très petits tours, à jouer une carte ou deux, puis à peut-être réussir ce qu'on veut, à faire des affaires, à nettoyer le plateau, littéralement. Ouais. Ah. Le jeu est bon pour te faire croire que tu vas le perdre. Mais que finalement, ça va quand même assez bien puis que t'as juste besoin d'un peu de temps pour débloquer ton next level, tu sais. Puis un autre aspect super important du jeu, c'est que chaque esprit a vraiment son style de jeu différent. Puis il y a une grosse asymétrie entre les différents esprits. Puis il y en a qui sont plus défensifs, d'autres plus offensifs, d'autres qui vont aller plus avec la peur. Puis ils ont toutes leur petit trait spécial, leur pouvoir unique, leur personnalité, leur lore. C'est un jeu aussi qui a beaucoup de narration qui émerge avec le gameplay, là, que ce soit avec justement les esprits, les noms des pouvoirs, les noms sur les cartes. Moi, tu sais, tu vois ton esprit qui se développe, puis tu vois l'île qui évolue, puis tout ça, puis les envahisseurs. Puis je trouve que il y a beaucoup de thèmes qui émergent des actions que tu fais, tu sais, puis à la fois des mécaniques, mais aussi des noms juste les noms puis les illustrations sur les cartes, là, ça en fait beaucoup avec ça. Ça, c'est Spirit Island comme tel. Puis là, tu nous as dit que Nature Incarnate, il rajoute des esprits. Ouais, dans le fond, c'est ça. On rajoute 8 nouveaux esprits, un nouvel adversaire, parce que dans le fond, un des façons de varier ton jeu, c'est il y a différents adversaires contre lesquels tu peux jouer, puis chacun va avoir comme ses règles particulières, puis il y en a qui sont plus axés sur polluer, d'autres qui bâtissent vraiment rapidement, puis tout ça, puis je pense qu'on est rendu maintenant à 8 adversaires, si je me trompe pas. 8 ou 9, en tout cas. Il y en a beaucoup. On en a un de plus. Qui, eux, dans le fond, leur grosse twist, c'est que quand ils ont trois envahisseurs dans un même terrain sur notre île, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, dans le fond, le pattern des envahisseurs, c'est ils explorent, ils build, ils ravagent. Mais dans le fond, dès qu'il y a 3 pièces sur un terrain, plutôt que de builder, ils vont ravager. Donc ils vont pas ajouter d'autres pièces, mais rapidement ils vont polluer notre île. Fait qu'il faut comme adapter notre stratégie à ça. Puis avec la mécanique que quand ça a déjà été pollué, ça cascade, ça peut déraper vite si on gère pas cet aspect de nombre d'envahisseurs par terrain. C'est ça. Puis comme tous les autres adversaires, on a comme plusieurs niveaux de difficulté qu'on peut ajuster notre challenge à quel point qu'on se sent confiant aujourd'hui. Exact. Puis le nom de l'extension n'a pas été choisi par hasard.
Parce que Non, c'est ça, c'est comme une nouvelle règle qu'ils ont introduit, c'est il y a certains esprits qui ont des incarnats, donc une espèce de présence spéciale qui, en plus d'être une présence, peut compter comme autre chose, donc rajouter compter comme des jetons là, soit de beast ou de ça va dépendre de l'esprit qu'on joue. Puis une autre affaire qu'il y a dans cette boîte-là, c'est qu'il y a beaucoup de cartes d'aspect. C'est un concept qui avait été introduit avec Jagged Alert. Dans le fond, c'est comme des cartes qui vont venir modifier des esprits qui existaient déjà. Puis qui vont soit modifier leur pouvoir inné ou leurs règles spéciales. C'est comme des petits tweaks pour jouer ces esprits-là d'une façon un peu différente. Fait que c'est pas tout à fait un nouvel esprit, mais c'est pas tout à fait pareil que de jouer sans l'aspect, si on veut. Puis il y a même certains de ces aspects-là qui vont rajouter des incarnats aux plus vieux esprits, là, comme Ocean Hungry Grasp ou Thunder Speaker ou Serpent Slumbering Beneath the Island. Fait qu'il y a comme certains esprits qui vont pouvoir gagner ces incarnats-là. Puis ça, en plus de compter comme une présence spéciale, on a certains pouvoirs qui vont pouvoir être seulement utilisés à cet endroit-là ou qui vont être bonifiés si notre incarnat est là. Mais tu sais, c'est pas tous les nouveaux esprits qui vont en avoir un, là. Fait que c'est si ça ne tente pas de nous casser la tête avec ça, on a quand même d'autres choix là, d'autres options qui ont pas besoin de ça, tu sais. Puis là, j'ai joué 5 parties jusqu'à maintenant, puis j'ai vu tous les nouveaux esprits. Je les ai soit joués ou je les ai au moins côtoyés dans une partie. Puis 2 des nouveaux aspects aussi. Là. Puis je dois dire je suis impressionné à quel point qu'ils réussissent encore à faire des nouvelles affaires. Puis que chaque esprit a sa petite twist, sa mécanique, son petit aspect unique là. Même après 37 esprits et plus, là, ils ont toutes leurs petites saveurs particulières. Puis oui, il y en a qui ça ressemble un petit peu, là, mais pas tant que ça. Là. Puis j'ai remarqué aussi que les nouveaux, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus forts que les anciens. Genre toutes les games que j'ai jouées, ça a été des victoires faciles. Là. C'est sûr que j'étais pas au niveau de difficulté le plus élevé parce que souvent quand j'essaye de quoi de nouveau, je vais peut-être baisser le niveau de difficulté un peu pour qu'il y a comme c'est quand même ça reste un jeu assez lourd. Là. ouais. Mais là aussi, t'as beaucoup d'expérience, là, parce que t'as pressé le citron en masse avec Spirit Island. Fait que peut-être que pour un joueur moins aguerri, ça serait peut-être Ben en même temps, je pense pas que c'est une extension qui s'adresse à un joueur moins aguerri, justement. Je pense que c'est quelque chose pour les fans finis qui ont joué beaucoup puis qui en veulent plus. Tu commenceras pas avec cette extension-là. Là. Premièrement, en fait, tu peux pas. Là, ça prend absolument Jagged Alert pour jouer celle-là. Là. Il y a des nouvelles composantes puis des nouvelles règles qui ont rajouté avec Jagged Alert qui sont absolument nécessaires pour jouer les nouveaux esprits puis tout ça. Là. Puis les nouvelles cartes qu'ils rajoutent là, parce que comme d'habitude, on a un paquet de nouvelles cartes, là, que ce soit des pouvoirs mineurs, majeurs, des cartes de peur, des événements. Ils présument que t'as déjà Jagged Alert quand t'achètes celle-là. Fait que c'est ça, ça m'amène à mon petit guide des extensions, si on veut, là. Je voulais faire une petite liste, puis démystifier tout ça, puis dire si j'y recommande ou pas, puis à qui j'y recommande, en fait. Fait que, premièrement, si tu joues à ce jeu-là comme 1 ou 2 fois par année, t'as peut-être pas besoin d'extension, mais je recommanderais quand même Branch and Claw, qui était comme la première qui est sortie. Pas tant pour aller chercher de la diversité, mais plus parce que ça rajoute des nouvelles règles avec les événements puis les tokens, là, donc les beasts, les diseases puis tout ça. Puis je trouve que ça complète le jeu. Là. De jouer sans, c'est comme... Tu sais, oui, c'est plus simple à prendre en main au début. Tu sais, comme tes premières parties, c'est correct de commencer comme ça, mais je trouve que le jeu puis l'île a l'air plus vivante avec les événements, puis puis pour avoir les événements, faut que tu joues avec les tokens aussi. Là. Il y a des règles particulières là, si tu veux ignorer un ou l'autre, là, mais c'est comme sont interreliés puis sont designés pour être joués ensemble.
je trouve que ça te prend ça pour avoir la vraie expérience Spirit Island. Mais tu peux aller la chercher avec Branch and Claw ou avec Jagged Earth, qui est comme la deuxième grosse extension qui ont sorti. Fait que, je te dirais, si tu y joues quand même pas pire, puis que tu veux aller te chercher de la diversité, puis que tu as juste une extension à acheter, va chercher Jagged Earth, parce que dans Branch and Claw, tu sais, oui, il rajoute les événements, il rajoute un certain nombre de cartes pis tout ça, mais t'as juste comme un nouvel adversaire puis 2 nouveaux esprits. Tandis que dans Jagged Earth, t'en as 10 esprits puis 3 nouveaux adversaires. Fait que ça rajoute vraiment, tu sais, t'as autant de matériel que dans le jeu de base. Fait que beaucoup de diversité, beaucoup de choses avec lesquelles t'amuser. De scénarios d'adversaires que tu peux mix and match, de nouveaux esprits. Fait que, tu sais, en termes de contenu, c'est cette extension-là qui en rajoute le plus. Donc, si jamais t'es limité dans le budget ou tu sais pas trop par où commencer, ben, c'est peut-être celle-là qui vaut le plus la peine, là, qui t'en donne le plus pour ton argent. Sinon, t'as le Feather and Flame, qui dans le fond, c'est pendant le Kickstarter du jeu original puis de Jagged Earth, t'avais comme des promos Spirit qui ont été donc 2 esprits de plus qui étaient disponibles au backer. Ben cette extension là dans le fond c'est juste ces 4 esprits là. Il y en avait 2 pour Branch and Claw et Spirit Island puis 2 pour Jagged Earth là. Donc si t'as manqué le Kickstarter, ben tu peux aller chercher ces 4 esprits là avec cette extension là. Mais c'est tout qu'est-ce qu'elle rajoute. Puis là, on a le petit dernier, Nature Incarnate. J'ai déjà dit tout ce que ça rajoutait. Donc, c'est... Comme je disais, là, celle-là, c'est pour... Ça s'adresse vraiment aux joueurs hardcore, vétérans, là, qui ont joué 30, 40, 50 parties, puis qui en veulent encore, tu sais. Ce qui est définitivement mon cas. Fait que je suis vraiment content de l'avoir pris, cette extension-là. Là. Je trouve qu'elle vaut la peine parce que justement, tu sais, la petite twist des présences incarnées, ça permet de... Ben, t'as l'impression d'être sur le plateau, là. Tu sais, ouais. Quand tu joues les esprits, sinon, tu sais, tu vas influencer l'île avec tes pouvoirs, puis tu vas intervenir, mais c'est comme tout le temps un peu de façon indirecte. L'incarnat, là, moi, j'avais joué la grosse tortue, puis ben, t'es la grosse tortue, puis ton action, c'est tu déplaces ta tortue sur un territoire, puis t'écrases tout ce qui est là. Fait que t'as comme un peu cette action-là qui semble plus directe. En tout cas, moi, mon expérience de l'incarnat, c'était ça. Là. C'était comme j'avais l'impression que c'est mon esprit qui est là sur le plateau. C'est plus juste moi qui est comme dans le ciel invisible qui fait mes affaires. Ouais, puis je trouve que ça permet des nouveaux designs puis des nouveaux pouvoirs puis des nouvelles façons de faire des esprits puis qui ont leur petite twist de plus là. T'as pas parlé de l'autre? Ah ouais, le Horizon of Spirit Island. Ouais, c'est ça, le petit le petit frère, ouais. Dans le fond, ça se veut comme une porte d'entrée plus facile. Là. C'est une boîte qui est plus cheap, mais tu sais c'est les mêmes règles. C'est des esprits qui ont été designés pour être moins compliqués là, parce que je dois avouer que avec Jagged Earth puis Nature Incarnate on complexifie le jeu. Hein. Ouais, vraiment beaucoup. Puis un jeu qui était déjà pas si simple au départ, là, puis comme il y en a beaucoup qui ont vu ça comme c'est un Spirit Island simplifié. De ce que j'ai compris, pas tant que ça là, ça reste le même jeu. C'est les mêmes règles de base. Oui, les esprits sont peut-être un peu plus simples, mais ça reste un jeu quand même assez complexe. Honnêtement, je pense pas que j'en recommanderais là. Si le jeu vous intéresse puis vous savez pas trop si vous allez aimer ça ou pas, essayez-le avec un ami. Puis après ça, achetez juste Spirit Island, le jeu de base. Là. Parce que vous allez avoir beaucoup plus d'esprits différents. Mais surtout, vous allez avoir un niveau de difficulté qui est modulable. Parce qu'avec le système des adversaires, qu'ils ont complètement enlevé de
de Horizon of Spirit Island. Donc, il y a pas moyen de vraiment scaler la difficulté, là. C'est toujours le même niveau. En fait, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a comme 2 niveaux de difficulté, là. C'est soit l'équivalent du Vanilla, pas d'adversaire, ou de jouer contre un des adversaires qui est dans Spirit Island, mais au niveau 0, là. Fait qu'on rajoute une petite coche de difficulté, mais pour vrai, je pense qu'après quelques parties, ça va être assez trivial de gagner si on n'a pas d'adversaire là, qui viennent augmenter la difficulté. Là. Le jeu est fait pour que tu sois capable de battre les adversaires au niveau les plus tough. Là. Fait que même si vous êtes pas un fin stratège, là, je pense que ça va être un peu trop facile rapidement là, avec Horizon of Spirit Island. Puis moi, je trouve ça dommage que tu sais qu'il n'y ait pas l'option de juste acheter les esprits qui sont dans ce jeu-là. Là. Parce que j'ai pas le goût de racheter le même jeu une deuxième fois. Là. Puis de dédoubler tout mon board puis mes composantes. Là. Tu sais, oui, ils sont pas tout à fait pareils. Là, au lieu d'être des morceaux de plastique puis de bois, c'est comme toutes des jetons. Là. Mais au final, c'est la même fonctionnalité. Là. Tout ce que j'aurais besoin, c'est les esprits puis leurs cartes. Puis tu sais, je peux pas acheter juste ça. Tu sais. Mais tu sais, je comprends que c'est pas pour le même public pis tout ça, là, mais tu sais, je vous dirais, je pense pas que c'est, tu sais, oui, il est moins cher, là, mais je pense que vous en avez plus pour votre argent avec juste Spirit Island, le jeu de base. Fait que ça, c'était mon petit tour des extensions. Là. Donc, si je résume, si vous jouez pas souvent, le jeu de base, peut-être acheter Branch and Claw juste pour avoir les événements. Si vous jouez régulièrement, mais pas à fond, le jeu de base plus Jagged Earth. Puis si vous tripez puis que comme moi là vous avez 50, 60, 100 parties de jouer, ben allez-y all-in puis ça va être le fun là. Ouais, je pense que là t'en as pas manqué là. Fait que là, moi je passerai à mon top 5 des esprits, mais avant je vais te demander toi dans ceux que t'as joué, parce que t'as quand même joué une couple de fois, peut-être pas autant que moi, mais plus qu'une quand même, c'est lequel l'esprit que t'as joué que t'as trouvé le plus le fun? Moi, je t'avoue que il y en avait un que j'ai joué qui faisait de la peur, mais genre à côté. Il faudrait que je retrouve c'est lequel. C'est-tu Bringers of Dream and Nightmare, là, celui qui peut pas détruire rien, mais qui, quand il ferait assez de dommages, à la place, il génère plus de peur puis il pousse, là? C'est lui. Ouais. C'est lui. J'avais trouvé vraiment sa mécanique cool, puis quand la partie que j'avais joué avec cet esprit-là aussi, je trouvais que j'avais vraiment comme mon rôle niché, puis j'ai trouvé qu'à un moment donné, la quantité de peur que je générais, ça avait pas de bon sens. Puis c'était le fun parce que c'était un peu comme une position unique, tu sais, par rapport aux autres, tu sais, là c'est sûr que tu sais, j'ai pas vu tous les esprits, puis je sais qu'ils ont tous un peu leur petite gamique à certains niveaux. Mm-hmm. Mais lui, c'est ça, c'était la peur, puis c'était efficace, là. J'avais réussi à vider le pool de peur plusieurs fois avant qu'on gagne. Ouais, c'est ça, c'est quand même rare que tu gagnes, que tu peux avoir une victoire totale par la peur, là. Mais avec cet esprit-là, c'est une bonne option d'habitude. Ouais, parce que tout focus là-dessus, puis tu te mets en enlever, puis puis tu le vides le pool d'un coup, des fois, c'est... Ouais, non, c'est satisfaisant. Puis ça fait comme boule de neige, parce que là, après ça, t'as des cartes de la peur qui sortent aussi, qui font que t'as des effets supplémentaires qui découlent de la peur que t'as faite, fait que ça améliore justement les chances de victoire de tout le monde. Fait que tu sais, c'est comme j'ai envie de dire, c'est comme un esprit de support, parce que si tu fais bien ta job, puis que tu crées de la peur, tu facilites la job à toutes les autres, à cause de tous les effets qui vont se propager, puis que tu accélères un peu l'apparition des conditions de victoire plus faciles. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, faut que tu fasses de la peur pour gagner, là. C'est pas vrai que tu vas tout détruire sur ton île, là. Parce que, dans le fond, plus t'as de peur d'accumuler, plus la condition de victoire devient facile. Donc, c'est ton préféré de ceux que t'as essayé? Lequel qui te tenterait le plus d'essayer dans ceux que t'as pas essayé, mettons, mais que t'as peut-être vu ou que Il y en a un il me semble, il est comme, c'est quelque chose took many forms. C'est un qui va vraiment évoluer en fonction des choix que tu vas y prendre, tu sais, qui est comme
il est pas défini. Ah ouais, c'est Starlight Seeks Its Form. Ouais, ça. Ouais. Lui, dans le fond, c'est que la plupart des esprits ont comme 2 tracks de progression que tu peux débloquer avec tes présences. Ben, celui-là, il y en a comme beaucoup plus que ça. Puis des fois, faut que tu fasses des choix. Là. Quand t'en débloques une, tu peux pas débloquer l'autre. Puis fait que c'est un esprit qui est comme hyper malléable. Tu peux un peu t'adapter à comment que la game va. Est-ce que on a plus besoin d'offense, on a plus besoin de défense. Quelle carte que j'ai pigée, quels éléments que j'ai, ben je vais aller plus vers les tracks qui me permettent de débarrer les pouvoirs qui fit avec ces éléments-là. Là. Fait que tu sais, c'est ça, c'était une mécanique qui m'apparaissait intéressante parce que justement tu peux t'ajuster à mesure que la partie progresse. Fait que je trouvais ça cool. Ouais, c'est 2 bons choix. Je te dirais que les 2, je pense, j'ai fait un petit mom meeple là, de tous les esprits. Là. Je pense que les 2, ils tombaient dans mon top 10, mais pas mon top 5. Oh, fait que là, on surprend-nous. Fait que, en numéro 5, j'ai le Serpent Slumbering Beneath the Island, donc qui est un esprit défensif au début, vraiment lent à partir. Dans le fond, tu commences, tous les esprits dans Spirit Island font pas grand chose au début, mais celui-là, comme encore moins que les autres, là, tu es capable de faire un petit peu de défense. Tu vas aller gober les présences des autres, là, donc c'est pas tant bon de s'enlever des présences de l'île d'habitude, parce que c'est même une des conditions de défaite si un des esprits a plus de présence pantoute, puis comme des présences, c'est ce qui te permet de lancer tes pouvoirs, dans le fond. Il faut tout le temps que tes pouvoirs ils partent de quelque part parce que tu as de la présence. Fait que c'est pas bon d'en enlever, mais lui, il les enlève, mais il les met comme sur son plateau, puis après ça, il y a des pouvoirs qu'il peut activer qui va donner des bonus aux autres esprits qui se sont fait gober leur présence, dans le fond. Puis plus qu'ils ont de présence gobée, plus que le bonus va être intéressant. Fait que ça, il prend du temps à se mettre en marche. Au début, il fait comme, ouais, je rajoute un peu de défense, je vous enlève des présences, je vous donne peut-être un petit peu d'énergie, ou vous pouvez piger une carte de plus, là. Fait que, tu sais, un peu de support, mais comme pas incroyable. Puis là, quand t'arrives en fin de game pis que t'as tout débarré tes pouvoirs, c'est comme l'île se met à shaker pis ça détruit toutes les villes pis les villages partout où t'as de la présence, là. Ouais, fait que t'attends ton moment, puis là, à un moment donné, tout pète. T'exploses pis tu fais full de dommages partout où t'as de la présence pis lui aussi, il y a un aspect qui s'est rajouté dans Nature Incarnate que j'ai bien hâte d'essayer, là. Je l'avais playtesté pendant le développement, là, parce que Ariane, ma copine, était dans le groupe de playtest, là, fait que j'ai pu avoir quelques primeurs sur certains esprits. On les a pas tous essayés, malheureusement, là, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne en vrai. Puis cet esprit-là, il était dans Il était la dans boîte. le promo pack 1, fait que maintenant, si tu veux l'acheter, c'est le Feather and Flame. Puis mon numéro 4 est aussi dans le Feather and Flame. C'est l'esprit Art of the Wildfire. Donc c'est comme un gros feu de forêt qui se propage sur l'île. Puis lui, sa gimmick, dans le fond, c'est que quand tu rajoutes une présence, tu fais des dommages où est-ce que t'arrives. Fait que juste de rajouter la présence, ça permet d'aller détruire des envahisseurs, mais ça peut aussi rajouter de la pollution. Fait qu'il faut que tu gages ça un peu, parce que dans le fond, c'est un peu toi qui contrôle le nombre de dommages que tu fais quand t'arrives. Au fur et à mesure que tu développes ton plateau, là. Dans le fond, plus tu débordes de présence, plus que tu vas... Si t'as des éléments de feu sur tes tracks, c'est ça qui détermine le nombre de dommages que tu fais. Puis il y a aussi certains pouvoirs qui vont lui permettre d'enlever de la pollution. Fait que oui, t'en rajoutes un peu au début, fait que c'est comme cet élément de push your luck, là, de comme, ouais, je suis capable de rajouter un peu de pollution, puis au pire, je vais l'enlever plus tard quand je serai plus fort, tu sais. Puis c'est un esprit qui est hyper offensif, qui fait beaucoup de dommages, qui a beaucoup de pouvoirs qui sont rapides, puis moi, c'est comme... Je dirais que c'est pas mal ça mon style de joueur que j'aime le plus, là. Serpent, il est plus lent, plus défensif, là, surtout au début, mais comme... C'est l'exception plus que la règle, là. D'habitude, j'aime ça Je trouve que la meilleure défense, c'est l'attaque. Les envahisseurs feront pas de trouble si on les brûle. C'est un peu ça, l'esprit de Art of the Wildfire.
En numéro 3, j'ai Lightning Swift Strike, qui était dans le jeu de base, qui est un des 4 esprits du jeu de base avec une complexité moindre. Et dans le fond, lui, c'est un gros oiseau qui fait des éclairs. Puis sa gimmick, c'est qu'il est rapide. Beaucoup de ses pouvoirs vont être fast, puis dans le fond, faire du support, puis il va permettre Parce que dans le fond, si vous n'avez pas joué au jeu, il y a... La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des pouvoirs qui sont lents et des pouvoirs qui sont rapides. Puis dans le fond, dans le tour de jeu, c'est on applique les pouvoirs rapides, les envahisseurs font leur truc, puis après ça, on applique les pouvoirs lents. Fait que généralement, les pouvoirs lents vont être plus forts parce que ils arrivent plus tard dans l'ordre du tour. Donc, pour bien les utiliser, il faut penser plus à long terme. Puis tu sais, il y a un peu plus d'inconnus, là, ou de réactions en fait. Mais Lightning Swift Strike va permettre aux autres esprits d'effectuer leur pouvoir lent dans la phase rapide, ce qui peut vraiment changer la game. Là. Puis c'est très fort, puis en même temps, c'est comme... Mettons que tu commences à jouer à Spirit Island, c'est quasiment comme une béquille qui est pas le fun d'avoir parce que c'est vraiment fort, fait que tu développes mal la stratégie puis la compréhension du flow d'une game parce que quand il est pas là, tu sais, tes pouvoirs ils vont être lents puis il faut que t'apprennes à dealer avec ça puis comme lui permet de bypasser ça, tu sais, moi je trouve ça cool, mais en même temps c'est que c'est dangereux si tu fais tout le temps ça, ben tu vas avoir de la misère à aller vers d'autres options qui là va te demander plus de timing, parce que c'est quand même une grosse partie du jeu de dire bon, là il faut se coordonner, puis là c'est de dire bon ben je peux faire un truc lent, mais là ça veut dire qu'ils vont les envahisseurs vont déjà avoir construit et ou détruit des trucs. Fait que là comment qu'on s'organise? Fait que tu sais, c'est un des gros puzzles du jeu, d'organiser ce qui est lent puis ce qui est rapide. Fait que là, t'as un peu tu ça te permet de ça un peu. semi-tricher, ouais. Mais c'est le fun. Ouais, ben c'est sûr que quand tu peux faire de certains pouvoirs qui sont quasiment cassés par leur force puis qui sont justement équilibrés parce que ils sont lents. Puis là, t'es fait rapide. C'est ça, c'est... Puis ça en est un autre qui est axé sur l'attaque, là, il va faire beaucoup de dommages, mais principalement aux villes et aux villages, donc il y a un petit peu plus de misère que les explorateurs, mais À un moment donné, il va pas juste être trop fort. Non, c'est ça. Donc en numéro 2, c'est un des esprits qui était dans Nature Incarnate, donc je l'ai joué juste une fois, mais il est déjà mon deuxième esprit préféré. Peut-être qu'il va même détrôner mon numéro 1 éventuellement. C'est Breath of Darkness Down Your Spine. Donc c'est une espèce d'esprit d'ombre qui fait peur. Puis c'est un des esprits qui a un incarnat. Donc une présence spéciale que tu vas pouvoir déplacer à chaque tour. Puis dans le fond, quand tu la déplaces, puis quand tu endommages dans le fond, quand tu détruis un invader qui est tout seul sur son land, plutôt que le détruire, tu vas comme l'envoyer dans une espèce de no man's land, une espèce de trou noir, limbo, comme tu sais, l'esprit vient avec une espèce de petite tuile que tu rajoutes à côté du plateau, puis dans le fond, c'est que tu peux envoyer des envahisseurs, puis même des jetons ou d'autres esprits là. Fait qu'ils sont pas tout à fait détruits, mais sont pas sur le plateau, sont quelque part. On sait pas trop où. Ouais, mais s'ils sont pas sur le plateau, ça veut dire qu'ils ravagent pas puis qu'ils construisent pas. Ou ils construisent dans ta dimension alternée. Non, ils vont jamais construire ou ravager là, mais ils comptent quand même comme sur l'île pour checker si tu gagnes ou tu perds, tu sais. Puis au début de ton tour, dépendamment de tu sais, la première chose que tu fais dans le round, c'est ta growth, là, fait que tu choisis une option qui va te donner soit des nouvelles cartes ou plus d'énergie ou te faire ajouter des présences. Mais pour cet esprit-là, dépendamment de laquelle que tu choisis, ça va déterminer combien de pièces que tu ramènes du trou noir puis tes places où ton incarnat est. Fait que t'as comme intérêt à aller comme récupérer des jetons puis des présences des autres esprits parce que au lieu de relâcher les invaders, c'est ça que tu vas relâcher, tu sais.
Mais il y a des fois que t'as pas le choix. Il faut que tu relâches tout ce qui est là. Mais t'as aussi des pouvoirs qui vont te permettre de targeter cette laine-là, puis de faire des dommages là, puis de faire de la peur, puis de downgrader, là, qui est comme un nouveau concept qu'ils ont introduit avec cette extension-là. Dans le fond, c'est que tu te transformes en une coche de moins, là. Fait qu'une ville devient un village devient un explorateur, puis un explorateur devient rien. Parce que si t'es pas un explorateur, t'es rien. Dans le fond, plutôt que quand tu downgrades un explorateur, c'est l'équivalent de l'enlever, finalement, là. Fait que c'est ça, c'est super particulier, là. Il y a aucun autre esprit qui faisait ça. Je trouve ça cool de comme, tu sais, thématiquement, t'es comme une espèce d'ombre qui kidnappe les affaires, puis là, il voit des affaires fuckées, fait soit il cesse d'exister ou il diminue la population parce que on sait pas trop pourquoi, tu sais. Fait que vraiment particulier, très thématique, puis c'est ça. J'ai vraiment trippé la game que je l'ai joué, j'ai hâte de le réessayer, puis peut-être qu'il va éventuellement détrôner mon numéro 1 qui est Ocean's Hungry Grasp, qui était dans le jeu de base lui aussi. Donc un esprit qui rajoute des présences dans les océans, fait que les océans deviennent des plutôt que d'être juste une parure sur le board, ça devient vraiment un nouveau terrain avec lesquels les autres esprits peuvent interagir. Donc on peut pousser les envahisseurs dans l'océan, puis là ils vont se noyer, puis là dans le fond c'est un esprit qui génère vraiment pas beaucoup d'énergie par lui-même, mais à toutes les fois qu'il va noyer des envahisseurs, ben ça va y rapporter de l'énergie. Puis là plus il y a d'esprits en jeu, plus ça prend d'envahisseurs pour donner une énergie. Donc il scale avec le nombre de joueurs qui sont là. Fait que c'est un esprit qui fait beaucoup de dommages, beaucoup de peur, mais qui est très limité sur où est-ce qu'il peut aller. Dans le fond, il va toujours pouvoir placer ses présences seulement sur la côte, donc près de l'océan, ce qui est comme super thématique. Puis il va quand même avoir des cycles où ce que tu vas comme un peu comme les marées, là, tu vas pousser des présences de l'océan vers la berge, puis il y a d'autres options qui vont te forcer à ramener tes présences vers l'océan. Fait que t'as comme cette espèce de cycle-là, là, des tours que tu peux faire vraiment beaucoup de choses, puis d'autres tours que t'es plus limité parce que là, quasiment toutes tes présences sont revenues dans l'océan, fait que t'as comme pas nécessairement assez de portée pour te rendre aux envahisseurs qui sont plus loin, là. Puis dans la nouvelle extension, ils ont rajouté un aspect là où ce qui va générer un peu moins de peur, mais que tu vas être capable de rajouter des tokens sur le plateau, puis là tu peux déclencher des pouvoirs que si t'as assez de tokens sur un terrain, tu vas faire beaucoup de dommages aux villes, aux villages qui sont là, puis après ça, s'il y a plus de villes ou de villages, ce terrain-là fait partie de l'océan maintenant. Fait que tu vas noyer tout ce qui reste. Fait que c'est des inondations. Tu crées des inondations. C'est ça, fait que là, ton île à rapetisse, puis tu crées de plus en plus de terrains qui deviennent costauds, côtiers, fait que tu vas augmenter ta portée, dans le fond. Puis réduire le nombre de places où ce qu'il peut y avoir des envahisseurs qui arrivent, t'sais. Ouais, parce que s'il y a moins d'îles, ils peuvent moins les détruire, tu sais. C'est logique, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est toi qui as détruit, c'est pas grave. Plus d'îles, plus d'envahisseurs, c'est réglé. Ben, il y a un des pouvoirs dans Jagged Earth qui te permet carrément de détruire un plateau complet si il coûte comme full cher à jouer, puis dans le fond, t'as un effet quand même pas pire de base, mais là, si t'as certains éléments, c'est genre, tu wipes le plateau, là, t'enlèves tout ce qui est dessus, tout est détruit, présence, jetons, envahisseur, tout s'en va. C'est pas... Fait que si tu joues en solo, genre, ta game est finie là. Mais c'est ce qu'ils appelle une victoire sacrificielle, là, parce que t'as à la fois une victoire puis une défaite en même temps, là. Parce que t'as une victoire parce que t'as plus d'envahisseurs, mais t'as une défaite parce que t'as plus de présence non plus, tu sais. Il y a plus de dents. Fait qu'il y a plus rien. Non, c'est ça. Il y a plus d'île. Vous avez trop foutu la merde. On cale tout ça puis on recommence. Ouais, ça doit être cool de le faire, mais en même temps, ça laisse un goût un peu amer, me semble, en bouche. Ouais.
Ben, je pense que c'est plus pertinent de le faire en multijoueur, mettons. Là. Tu pousses tout sur un plateau, puis tu coules ce plateau-là, puis après ça, tu dis là, ce qui reste, c'est les autres, tu sais. Ouais, pis t'as moyen de survivre, dans le fond, si t'as mis ton... Ouais, tu peux mettre la présence sur les plateaux des autres, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est mon top 5 de mes esprits préférés pour l'instant. J'espère que même si vous êtes pas des maniaques de ce jeu-là, vous allez trouver ça quand même intéressant. J'entends personne se plaindre, en tout cas. Mais si vous avez à le faire, vous pouvez le faire par courriel, boardgameduel@gmail.com ou laissez-nous un commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Venez sur notre Discord. Puis dites-nous là, Sam, coudonc, Spirit Island, c'est-tu ton nouveau Guards of Atlantis, là? Tu vas nous casser les oreilles avec celui-là aussi, là? Je pense qu'il serait moins clivant. Tu sais, je veux dire, Il est plus populaire, mettons. c'est ça. J'ai pas entendu ben de gens pas aimer Spirit Island. Je peux comprendre pourquoi quelqu'un pourrait ne pas l'aimer, mais j'ai pas entendu souvent de mauvais commentaires dessus. Mais bref, faites-nous vos commentaires sur l'émission. Dites-nous, est-ce que vous avez plus le goût de jouer à Expeditions avec hashtag Team Vince? Pourquoi je bug le tien? Ouais, je vais dire le tien, ou sinon à Spirit Island Nature Incarnate. Si vous êtes hashtag Team Sam. Dites-nous aussi c'est quoi votre dernière nouveauté que vous avez joué puis que vous avez trippé. Ou la dernière suite d'un jeu que vous avez aimé qui vous a pas déçu. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à vous de nous écouter, puis merci à ceux qui nous supportent sur Patreon. C'est très apprécié. Vraiment. Sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. On vous dit à plus. Bye. Épisode. On enregistre, là. Okay. C'était un oui, je vais te le dire. C'était pas un oui, c'est parti. Parfait. Bref, tu peux répéter ta joke plate pour que je puisse la couper encore. Mais la couper. Désagréable. Les nouveautés. Les suites, mais qui sont nouvelles. Les nouvelles suites. Il n'y a pas vraiment de temps. C'est pas grave. On voulait juste parler de ces deux affaires-là. Ouais. Mais je pense que je vais pouvoir faire de quoi... Il serait temps que tu commences. Hein? Ouais. On... 51 épisodes que j'attends ça, là. Ah, désagréable. Ça serait cool qu'il y ait d'autres bons jeux qui reprennent cette mécanique-là. Ça me fait référence à Ark Nova, excusez. qui